réalité. Donc, bref, ce que je peux dire, c'est que les tests existent et ils sont contraignants, mais ils ne sont pas appliqués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des juristes. Les juristes ont été associés à l'élaboration de ces tests-là. Les États, et ce qui est encore grave, c'est que ces tests sont ratifiés. Quand vous prenez les communautés économiques régionales, mais tous les tests fondateurs et leurs modifications ont été ratifiés par les États. C'est-à-dire que ça les lie juridiquement. Mais quand on voit que la libre circulation des personnes et des biens reste encore un idéal, qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement? Rien. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau de l'intégration. Puis, je réponds en même temps aux deux volets de votre question parce que vous dites que juridiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais juridiquement, euh, ce qui est là, comme j'ai dit, ça peut être sujet à amélioration, mais il y a des tests contraignants qui sont là, à l'image de ce qui existe au sein de l'Union africaine. On est par exemple au Canada, un Canadien peut quitter le Canada pour aller aux États-Unis sans problème en 15 minutes, 20 minutes, ça dépend de sa situation. Il arrive, il va à ses occupations, il vient sans payer un seul dollar. Mais en Afrique, avant, il y a peut-être au moins une centaine de barrages où il faut payer de l'argent. Mais les tests existent. Le policier ou le douanier qui prend l'argent, il sait que les tests existent. Mais au niveau du leadership même, on sait, mais rien n'est fait pour rendre ces tests qui sont contraignants là effectifs dans la réalité. Donc, c'est ce que je pourrais dire euh, en ce qui concerne ce que vous venez de dire. Et puis, au niveau du financement, vous avez au niveau des mécanismes juridictionnels et démocratiques, mais je veux dire, c'est toujours la même chose. On a par exemple la Convention de l'Union africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il y a des organes même qui sont créés, qui a été, je veux dire, jusque-là, ça a été ratifié par 49 ou 48 États africains sur les 55. Et les États africains se sont engagés à organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Mais quand on prend les élections qui ont eu lieu ces derniers temps, quand on prend en Ouganda, mais le principal opposant a été exclu. Quand on prend en Côte d'Ivoire, les principaux opposants ont été exclus. Quand on prend le Bénin, les principaux opposants ont été exclus. On a vu ce qui s'est passé même au Sénégal, qui est pourtant la vitrine démocratique dans le monde francophone, enfin dans l'Afrique francophone, on a vu. On a vu aussi ce qui s'est passé notamment en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry et tout. Donc, on interdit même, euh, en quelque sorte, le gendarme. En Europe, on les appelle le gendarme des élections de l'Union européenne. Mais le gendarme africain, les structures qui sont créées, les États même interdisent à ces pays-là, lorsqu'ils tiennent des discours un peu dans le sens de la démocratie, où ils condamnent l'exclusion de certains candidats, on ne leur permet même pas d'entrer sur le territoire. On leur nie le droit d'entrer sur ces territoires-là. Mais l'Union africaine, pour laquelle ils travaillent, est impuissante, ne peut rien dire, ne fait que constater. Donc, je veux dire que euh, ce qui peut être fait, c'est l'adhésion à une culture de démocratie, mais pas forcément la démocratie à l'occidental, parce que je ne pense pas que ça soit forcément la solution magique là, à tous les problèmes. Mais d'après moi, il faut d'abord aimer. Il faut d'abord aimer, parce que quand nous tous, pour nous qui vivons au Canada, on voit que, par exemple, au Canada, même quand il y a un accident de circulation ou bien quand des Canadiens se trouvent dans un pays et puis il y a une catastrophe naturelle ou bien une situation d'instabilité qui a lieu dans ce pays-là, mais la nation tout entière se mobilise pour, pour rapatrier les citoyens qui sont bloqués ou bien même quand il y a des... Euh, moi, il y a eu un accident dans une garderie à Montréal ou bien à Québec, là, mais le premier ministre, les, les responsables des opposants, tout le monde est venu là. D'après moi, on peut ne pas adhérer à la démocratie occidentale, mais il faut aimer le pays qu'on dirige. Et quand on aime le pays qu'on dirige, mais les ressources, aussi limitées qu'elles soient, on va les mettre effectivement
au service du développement socio-économique. On peut ne pas être comme les États-Unis, comme le Canada, comme les pays développés, mais on peut quand même assurer le minimum à notre peuple. Mais le constat qu'on fait, c'est que les gens se servent. Les structures même qui sont créées au niveau communautaire et puis au niveau continental pour veiller sur la bonne gouvernance, mais ces structures-là même, on leur nie le droit de visiter les pays. Ils sont empêchés dans l'exercice de leur travail par des États sous prétexte de la souveraineté. Je veux dire, c'est des réalités auxquelles on est confronté. Au-delà de la démocratie, qui n'est pas forcément une panacée de mon point de vue, mais il faut qu'il y ait un leadership qui aime, un leadership qui est conscient de tous les drames, de toutes les tragédies du continent et qui est conscient et qui a la volonté de faire sortir le continent de l'ONU en mettant l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Et c'est ainsi que le droit peut retrouver sa force après. Parce que même quand on prend on dit les dragons, les quatre dragons de l'Asie, Singapour, Taïwan, Corée du Sud, je crois les trois dragons, mais ce n'étaient pas des démocraties, c'était des dictatures. Euh, euh, Singapour, c'était une dictature. Mais aujourd'hui, à travers cette dictature, en guillemets, là, ils ont réussi le pari du développement socio-économique. Et maintenant, l'état de droit s'est installé. Mais c'est ce qu'il faut faire en Afrique. Un leader peut être dictateur, en guillemets, ne pas organiser des élections. Mais si ce leader-là travaille pour le peuple, il va avoir une certaine légitimité. Et puis, lorsque le pari de développement socio-économique sera atteint, ou bien sera au moins avancé, mais le droit va venir après, comme ça s'est passé au niveau de l'Asie. Donc, c'est ce que je pense. Est-ce Parfait. que j'ai Merci répondu Valérie à tout? pour vos réponses aux différentes questions qui vous ont été posées ou observations qui ont été formulées. Je vois une dernière main levée. Oui, Naouni. il reste la question de Soro. Ah, d'accord, Soro la Koulibaly, question. je vais répondre à ça rapidement. Je pense que j'ai déjà répondu dans mes explications. Donc, M. Koulibaly, vous avez parlé, c'est un thème que j'apprécie beaucoup. Vous avez parlé de l'inflation normative au niveau des communautés économiques régionales et de l'Union africaine de façon générale. Mais et ces normes-là, au niveau continental et puis communautaire, ces normes-là ne produisent pas d'effet escompté. Donc, votre question, c'est de savoir quelle approche il faut adopter pour concrétiser les choses au niveau de l'intégration. C'est bien ça? Pour préciser, en fait, je parle plutôt de l'inflation institutionnelle. On a OK. l'Union africaine qui a ses défis qui ne sont pas résolus. On a les CER qui sont en retard par rapport au programme initial. Et aujourd'hui, on a la zone de libre-échange continentale qui, elle aussi, a ses défis. Et donc, par rapport à ce chevauchement d'institutions, euh, ma question, c'est de savoir est-ce qu'on s'en tient au programme initial qui est l'intégration par les CER ou bien on refonde la stratégie et on trouve un nouveau chemin. Merci, M. Koulibaly. C'est une question très pertinente que je me suis posée même dans le cadre de ma thèse, parce que effectivement, il y a une inflation institutionnelle et puis aussi normative. Dans ma thèse, j'ai fait une petite analyse à ce propos-là. Je dis, il faut quand même faire le bilan parce que en 1980, il y a eu euh, l'accord de Lagos, c'est-à-dire que la stratégie de développement socio-économique de l'Afrique, auto-centrée, euh, qui a été créée dans le cadre de l'agenda 2063, n'est pas une initiative nouvelle. La première initiative de ce type remonte à 1980. Mais en 1980, c'était la même chose. Un développement auto-centré, une Afrique qui s'autofinance, une Afrique qui prend soin de sa population, qui met la population au cœur de la gouvernance. Mais tout ça, ça a été dit en 1980, mais ça n'a jamais été appliqué. C'est vrai, il y a
l'ingérence des puissances étrangères qui n'ont pas forcément d'intérêt à voir l'Afrique unie, parce que derrière lui, on pense souvent que la conséquence logique de l'unité, c'est la force, c'est la puissance. Donc, ces puissances-là qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique soit puissante peuvent intervenir pour, n'est-ce pas, saboter les choses. Mais la plus grande part des responsabilités repose sur le leadership africain. Mais aucune leçon n'a été tirée de l'échec de 1980. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais on a créé encore l'agenda 2063. Et puis, comme vous le dites, on a la CEDEAO, on a l'UEMOA, mais prenez même la CEDEAO, c'est-à-dire que dans le texte fondateur de la CEDEAO, nulle part on ne parle d'embargo sur des États membres. Voilà. Nulle part on ne parle de recours à la force pour instaurer la démocratie. On recourt à la force, surtout quand, je vais dire, il y a des situations d'insécurité, comme ça s'est passé au Libéria, en Sierra Leone. Mais la CEDEAO elle-même viole ses propres tests. Et c'est ce qui a fait qu'il y a une partie des États membres qui s'est sentie lésée et qui est sortie de la CEDEAO. Donc, j'ai dit qu'il faut quand même faire le bilan, comme ça se fait au niveau de toutes les organisations sérieuses, de tous les pays sérieux. Il faut faire le bilan avant d'aller à la prochaine étape. Il faut faire le bilan pour tirer les leçons qu'il faut tirer avant d'aller de l'avant. Mais au niveau de l'Afrique, on crée sans faire le bilan. Et puis, il y a un chevauchement de ces organisations-là. Et puis, on ne voit pas le résultat. Par exemple, il y a le pacte africain de non-agression. Là, ça a été ratifié par moins de 15 États, mais il y avait une disposition pareille qui existait et qui a été remplacée au niveau du non par le pacte africain de non-agression. Mais quel bilan on a fait de l'ancienne disposition? Rien. On a mis encore une autre disposition en place et c'est violé en plein jour. Le Rwanda, par exemple, a été le premier pays à ratifier ce nouveau pacte de non-agression au niveau de l'Afrique. Mais le Rwanda intervient militairement en RDC en violation de ce pacte-là. Donc, on a l'impression que créer des institutions supplémentaires ou mettre en place des normes supplémentaires relève un peu d'une formalité au niveau de l'Afrique. Ce n'est pas fait par conviction, c'est fait peut-être juste par formalité, peut-être pour créer des structures supplémentaires, pour renforcer l'élite, comme tu l'as dit dans ta question. C'est vrai, c'est pour ça qu'au niveau des peuples, on dit souvent la CEDEAO des États, l'Union africaine des États. Effectivement, c'est le constat qu'on fait. Il y a une solidarité entre l'Union africaine et les chefs d'État et les intérêts du peuple ne sont pas pris en compte. La preuve, au niveau de la Côte d'Ivoire, la décision qui a été saluée par tout le monde qui demandait qu'on intègre les principaux opposants sur la liste électorale. Mais l'Union africaine, la Cour de justice, a fait un revirement après pour dire que pour revenir sur la décision qu'elle a précédemment prise. Et le parti au pouvoir s'est appuyé sur ça pour féliciter la Cour qu'elle avait condamnée auparavant. Donc, il y a un leadership qui est là, qui n'est pas au service du peuple, qui est insensible aux drames et aux tragédies qui s'abattent sur le peuple, qui est intéressé par, par ses propres intérêts et les puissances ou les structures qui les soutiennent. Et pendant ce temps, le peuple est livré à lui-même. Sinon, la multiplication des institutions, des cadres normatifs ne peut rien régler si le bilan n'est pas fait pour voir qu'est-ce qui a été appliqué, qu'est-ce qui a été effectif, qu'est-ce qui n'a pas. Mais on peut en créer 100, mais ça ne va rien changer. Et ça fait partie, malheureusement, des drames de l'Afrique. Donc, c'est ce que je voulais dire. Valérie, le temps file. Est-ce que vous voulez encore un peu de temps pour répondre aux premières vagues de questions qui vous ont été posées ou vous seriez prêt à prendre la question de Naounou? Oui, je vais prendre la question de Nanou. Au niveau des premières questions, s'il y a des insatisfactions, ça peut être Ben, vous réglé avez après. donné des réponses très, très, très détaillées, mais peut-être Je des pense, commentaires ou des observations complémentaires éventuellement. Donc, Naounou, vous voulez prendre la parole? Oui, bien entendu. Merci, professeur. Merci aussi aux conférenciers pour cette belle présentation qui nous
malheureusement nous dépeint cette réalité à laquelle nous sommes tous confrontés en tant qu'Africains. Ceci étant dit, mon commentaire, hein, c'est que finalement, en écoutant le conférencier, on a le sentiment que l'Union africaine est une coquille vide dont la seule vocation est de légitimer certains rois télé qui se complaisent à adopter de façon, pour la forme, à enrober ce statu quo, cette volonté de maintenir le statu quo là, qui les pérennise au pouvoir, de l'enrober d'adoption par moment de tests et de documents stratégiques, mais qui, comme on le sait en droit international, sont soumis à la volonté et à la bonne foi des États. Et donc, on n'évoluera vraiment pas dans cette configuration de l'Union africaine là. On n'évoluera vraiment pas. Et donc, la vision des pairs de l'Union africaine aura du mal à se concrétiser dans un tel contexte. Le sentiment que j'ai aussi, c'est que finalement, l'Union africaine est elle-même victime du déficit de démocratie au sein des États. Parce que la volonté des peuples n'arrive pas au plus haut niveau, elle ne s'exprime pas au plus haut niveau par ceux qui sont censés la porter. Et donc, le statu quo, on est dans une situation de statu quo. Et donc, comme solution, je m'interroge, comme solution, mais aussi comme d'une approche un peu rétrospective, je me demande si finalement l'ambition de constituer une organisation d'intégration continentale dans laquelle se retrouveraient tous les États et qui, et qui, euh, et qui au fil des années, au sein de laquelle les États, au fil des années, convergeraient, montrent toutes ses limites aujourd'hui. Est-ce qu'on ne veut pas dire finalement avoir l'approche de l'Union européenne qui a consisté plutôt à partir avec un petit noyau, définir des standards, des critères d'intégration. Ici, on aurait pu prendre des critères économiques, des critères politiques qu'il faudrait nécessairement remplir pour intégrer cet ensemble-là. Et si on pousse encore la réflexion, est-ce que avec les limites de l'Union africaine, on ne peut pas être tenté de se dire que la ZLECAf serait probablement confrontée au même problème et donc échouerait parce qu'on aurait des différentes réalités, un manque de volonté de mettre en œuvre les dispositions, de mettre en œuvre les tests de ces organes d'intégration-là, et donc on n'évoluerait pas finalement. Est-ce que la bonne démarche n'aurait pas été de partir d'un petit noyau, d'un noyau d'État, définir des critères de convergence qu'il faudrait nécessairement remplir pour intégrer justement l'organisation? Voilà, merci. Merci, Monsieur Naounou. Je me permets peut-être une petite remarque dans le prolongement justement de la question que vous posez. Valérie, dans les projets phares, il y a aussi des projets connexes à la ZLECAf. Donc, la ZLECAf crée une zone de libre-échange. Donc, a priori, l'objectif, c'est d'éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires qui limitent le commerce intra-africain. Mais il y a aussi la question de la création d'une monnaie unique qui est évoquée dans les projets phares. Et il y a la question du passeport panafricain. Donc, l'idée d'avoir un seul et même passeport, parce que tu sais, je pense qu'on peut le rappeler aussi dans le cadre de votre conférence, l'objectif ultime sur le plan politique, c'est la création des États-Unis d'Afrique, c'est la création de cette grande confédération à l'échelle continentale. Et pour l'instant, vous l'avez évoqué, c'est la souveraineté, elle se manifeste souvent de manière, comment je peux dire, je cherche le terme que vous avez utilisé dans votre présentation, là, pas restrictive, mais une Oui, oui, restrictive, là, au niveau restrictive. interne. Donc, On ne il y a peut très pas. peu d'États qui, à l'avance, acceptent l'idée d'abandonner leur souveraineté au nom du projet panafricain, mais il y a quand même quelques constitutions nationales qui prévoient cette possibilité-là. Donc, on est encore très loin justement de cette étape-là, si on veut, au regard du projet politique, mais c'est bien ce projet-là qui reste au cœur de l'agenda 2063 que vous avez évoqué, là. Donc, je vous laisse répondre aux commentaires de M. Naounou. Puis je vous remercie encore, là. Il y aura Oui, peut-être le mais temps pour merci, deux dernières questions là, par la suite, là. merci beaucoup, Monsieur Naounou, pour votre question, pour vos commentaires que je trouve très pertinents. Effectivement, j'ai fait une petite analyse à ce sujet-là aussi euh, euh, dans ma thèse. Je crois que j'ai eu une même discussion, pour ne pas dire deux, avec le professeur François à ce sujet. Et
dans le cadre de ma soutenance aussi, le professeur Hugo avait posé une question un peu dans ce sens-là. J'ai tendance quand même à adhérer à ce que tu viens de dire, et puis comme j'ai dit, je l'ai évoqué dans ma thèse, parce que il aurait peut-être fallu commencer comme à l'image de l'Union européenne. Je crois que c'était avec 5 Benelux, c'était avec un petit noyau là, un petit noyau d'État qui était déjà à l'époque des démocraties. Voilà, parce que l'Espagne et autres n'étaient pas, c'était quand même un tout petit noyau, notamment la Belgique, le Luxembourg, qui étaient déjà des démocraties. Et puis avec des critères auxquels ce petit noyau-là adhérait, et ceux qui sont venus après n'avaient pas d'autre choix que d'accepter ces critères-là pour adhérer. Je pense que ça aurait peut-être pu donner des résultats plus probants, peut-être, mais d'après moi, comme je l'ai dit dans ma thèse, mais les pères fondateurs, ils se sont certainement dit que l'Afrique est déjà suffisamment fragmentée pour créer encore des conditions de fragmentation supplémentaire. Parce que au niveau des pères fondateurs, quand l'OU a été créée, l'objectif c'était de parvenir aux États-Unis d'Afrique et des pionniers comme le Kwame Nkrumah ne s'en cachaient pas, c'est de créer les États-Unis d'Afrique. Et donc, l'accent était mis sur le nombre et non sur peut-être d'autres considérations annexes. Et d'après moi, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas voulu partir avec un petit noyau. Sinon, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, n'étaient pas d'accord avec le projet des États-Unis d'Afrique. Notamment, oui, ces pays-là n'étaient pas d'accord. Mais quand même, il fallait mettre en place une organisation qui regroupait tous les États pour encore éviter la fragmentation. Mais idéalement, si on procédait comme tu le dis, peut-être ça aurait donné, rien ne garantit cela, mais ça aurait donné des résultats. Et ça fait qu'aujourd'hui, ben, l'Union est paralysée dans son fonctionnement. Par exemple, il y a 2 ans, lors d'une des sessions extraordinaires, pour ne pas dire ordinaire, de l'Union africaine, les gens se sont retrouvés avec des représentants d'Israël assis dans la salle et, et l'Algérie, des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, qui ont été surpris par cette présence-là, ont commencé à protester vivement et puis la délégation israélienne est sortie. C'est-à-dire qu'il y a de l'amateurisme même pour une organisation comme l'Union africaine. Comme on peut inviter un État et il se trouve que certains membres s'opposent à la présence de cet État-là, puis on fait sortir l'État. Et on n'a même pas de voix unique, comme ça se passe au niveau de l'Union européenne. Par exemple, sur le conflit actuellement qui oppose, par exemple, les États-Unis, Israël, d'autre part, à l'Iran. L'Union africaine n'a pas fait de communiqué. Ce sont des pays individuellement qui ont fait des communiqués, soit pour condamner ou bien pour... Donc, je vais dire que l'Union est fragmentée. Et puis, d'après moi, tout cela s'explique par le manque de légitimité des dirigeants et puis la dépendance financière. On va par exemple en Espagne. L'Espagne est l'un des pays les plus engagés, je vais dire, contre la guerre en Israël. Et selon tous les sondages, mais le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Santos est vraiment loin devant tous les autres partis dans les sondages. C'est-à-dire qu'il fait ce que le peuple espagnol majoritairement veut. Voilà. Mais en Afrique, il y a ce que le peuple veut. Il y a ce que le peuple veut, il y a la position du peuple. Mais comme les dirigeants qui sont là en général ne relèvent pas, pour ne pas dire ne sont pas l'émanation de la volonté du peuple, mais ils ne font pas ce que le peuple veut. Mais par exemple, on a vu au Kenya, là, lors du sommet Forward avec Macron, le peuple majoritairement n'était pas content. Il y a eu des manifestations, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Mais quand même, le sommet a eu lieu. Je vais dire que l'Union africaine, il faut être comme je dis, il faut vraiment parvenir à une situation où on a des gens qui ont pour seul souci
la transformation socio-économique de leur pays, comme ça se fait en Occident, comme ça se fait en Asie notamment. Et quand cela devient un acquis, mais le reste, là, ça va venir. Parce que tant que ce sont des gens qui sont là, qui ne pensent qu'à leur intérêt, qui ne veulent que s'éterniser au pouvoir juste pour s'enrichir, ils sont prêts à tuer leur propre peuple. Il y a des pays où il y a plus de 50 000 prisonniers politiques, des femmes font des enfants dans les prisons, des gens meurent dans les prisons, mais les dirigeants sont là, les gens meurent en voulant traverser la mer tous les jours, mais ça ne dit rien aux dirigeants, et puis la situation est comme ça. Donc je pense que euh, euh, ce que tu as dit, c'est très pertinent. Et puis, pour revenir à ce que le professeur a dit, le projet de la monnaie, vous savez, le projet de la monnaie unique, qui est porté notamment par l'agenda 2063, il y a une polémique même au niveau de la CEDEAO. Parce que dans le sillage de ce que de ce qui ressort de l'agenda 2063, la CEDEAO aussi avait décidé d'adopter une monnaie commune des 15 États. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un groupe, parce que c'est le franc CFA qu'on utilise, qui est en réalité une monnaie coloniale là, qui date d'avant même les indépendances. Mais alors que il y a eu des réunions très formelles où tous les chefs d'État ont participé, donc il était question d'avancer cet agenda-là pour une monnaie commune. Mais un matin, le président Macron débarque à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il fait une conférence commune avec le président de la Côte d'Ivoire, où il a été décidé que le franc CFA va rester, mais voilà, l'éco va rentrer en vigueur, mais ça sera pratiquement le même fonctionnement que le CFA actuel. Et les pays anglophones ont dit, bon, si c'est ce format-là, eux, ils se désolidarisent. Mais finalement, l'éco n'a jamais eu le jour, le projet a été saboté, le franc CFA continue d'être la monnaie en Afrique de l'Ouest et puis aussi en Afrique centrale. Et puis, le projet de passeport, par exemple, l'Afrique du Sud, elle compte. Et ça a des pays phares, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, beaucoup de pays phares. Je crois que c'est, en termes d'intégration, le pays le plus actif en ce moment, c'est le Rwanda. Et le Rwanda a tendance même, la zone de libre-échange, le Rwanda a été le premier pays à le ratifier et tout. Mais en dehors du Rwanda, les autres pays, compte tenu de la disparité au niveau du développement socio-économique, peut-être bon, les autres États peut-être s'opposent. Quand on prend par exemple l'Afrique du Sud, mais les citoyens canadiens, australiens, néo-zélandais, américains, français, ils peuvent venir pendant 90 jours en Afrique du Sud sans visa. Mais les Lesotho, qui est à moins de 10 km de l'Afrique du Sud, ils ont besoin de visa. Pourquoi? Parce que c'est un pays pauvre. S'il y a une ouverture au nom du panafricanisme, le pays sera envahi. Et il faut le dire, c'est vrai, ça fait mal, mais ils n'ont pas les moyens. Parce que quand ils vont ouvrir d'une certaine manière, mais il y aura un déferlement des millions d'Africains qui vont aller s'installer là. Mais ça va peser sur les structures, les services sociaux. Est-ce que l'Afrique du Sud, qui est confrontée à un taux de chômage au niveau de la jeunesse de plus de 30%, peut se donner le luxe de faire face à cette réalité? Non. Donc, je vais dire, il faut, il faut, il faut la gouvernance, il faut améliorer la gouvernance et cela passe par des leaders vraiment qui ont toute la légitimité. Parce que quand on a la légitimité, on ne veut rien faire contre l'intérêt de son peuple. Or, le peuple africain, qu'est-ce que le peuple veut aujourd'hui? Ce n'est pas forcément la démocratie à l'occidental, mais c'est le développement, être capable d'avoir un travail sans payer l'argent, être capable d'avoir un travail quand on finit ses études, être capable d'avoir droit aux soins, à l'éducation, quelle que soit la condition sociale. C'est ce que les gens veulent, par-dessus tout. Le reste, là, ça peut venir comme ça s'est passé en Asie, notamment. Il est pratiquement 14 heures. J'ai vu 2 mains se lever, mais ce que je vous propose de faire, c'est de mettre fin à la partie officielle de la conférence. Donc, de prendre le temps de remercier notre conférencier du jour pour son temps, sa disponibilité,
et d'avoir partagé justement ces réflexions sur l'Union africaine et sur les communautés économiques régionales. Donc, merci beaucoup, Valérie. Merci aussi à ceux et celles qui se sont joints à nous sur Zoom. Donc, sur ce, ben, écoutez, je vous transmets toutes mes salutations. Je vous invite à rester en ligne pour la partie post-enregistrement.